tu regardes des vidéos de développement personnel, des vidéos pour te motiver, pour t'inspirer, et c'est bien, mais au final, ça te donne peut-être un petit boost de motivation, d'envie, mais quand tu te retrouves chez toi, confronté à tes problèmes, confronté à la maladie, confronté aux symptômes, finalement, tu n'arrives pas à mettre en place des choses et ça retombe et ça te démotive et tu te sens encore plus finalement désemparé. Parce que malgré ce que te disent toutes ces vidéos, non, tu n'arrives pas à contrôler tes pensées, non, tu n'arrives pas à avoir la volonté de changer, non, tu n'arrives pas à mettre en place une routine, non, tu n'arrives pas à être qui tu veux être dans certaines situations et tu ressors avec plus de frustration que de l'aide de tous ces courants de développement personnel. Dans cette capsule qui porte sur la peur, je t'explique pourquoi tu ressens ça et surtout quelle est la première étape à mettre en place avant de vouloir t'engager dans tout type de changement. Comme d'habitude, je t'amène à te poser tes propres questions pour trouver tes propres réponses, pour savoir justement qu'est-ce que tu aurais besoin de mettre en place avant d'envisager tous ces types de changements qui tout de suite ne te sont pas accessibles. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un coin vraiment spécial. Alors tu ne vois pas où je suis, c'est dommage parce que l'orage est en train d'arriver, d'où la luminosité qui n'est pas top, mais je ne peux pas faire autrement. L'orage est en train d'arriver et du coup j'avais prévu de te montrer où je suis, mais je te le montrerai à la fin de la vidéo. Et le lieu où je suis symbolise bien le thème d'aujourd'hui, la peur et comment mettre en place des changements, qu'est-ce qu'il faut justement faire au préalable à toute envie de mise en place de changements pour être sûr que ces changements vont être utiles. Parce que oui, tout de suite, je suis, alors certes, pas perdue au milieu de la forêt complètement, je suis à 300 mètres d'une route, mais je vais quand même passer la nuit seule dans cette cabane en rondin, sans eau, sans électricité, sans téléphone, le téléphone ne passe pas. Et du coup, même si pour beaucoup c'est pas vraiment un challenge, pour moi c'est vraiment quelque chose où j'ose aller au bout de mes envies et où j'ai pu mettre en place des choses au préalable pour pouvoir être en capacité de venir ici, pour pouvoir être en capacité de marcher un petit peu, pour pouvoir être en capacité de vous enregistrer des capsules en pleine nature, dans cette très belle nature. Alors, le souci, c'est que le temps tourne à l'orage, donc je pourrais pas faire tout ce que je veux, mais c'est comme la maladie, il faut s'adapter aux différentes contraintes que nous ne maîtrisons pas. Donc aujourd'hui, revenons au sujet, je veux te parler de la peur. Et je veux te parler plus précisément de toutes les peurs. Parce que les peurs que l'on a, on va dire consciemment, on les connaît. Mais je veux parler du système de la peur, de la physiologie de la peur qui t'amène à élaborer tout un tas de scénarios et qu'est-ce qui se cache réellement derrière et qu'est-ce qu'il faut que tu prennes en compte justement de ce qu'il se cache derrière pour pouvoir t'aider à avancer. Parce que si tu es malade des peurs, tu dois en avoir beaucoup et c'est normal. Vivre avec une maladie, c'est vraiment avoir peur, peur de s'aggraver, peur de plus rien contrôler, peur face à l'inconfort, aux symptômes qui sont quelquefois juste insupportables, la peur de l'avenir, la peur de qu'est-ce qui va se passer et surtout l'incertitude, plus pouvoir rien anticiper et tout le stress que cela génère en soi. Il y a aussi tout ce qui est peur liée au sentiment de perte parce que vivre avec une maladie, c'est pour certains perdre son identité professionnelle, c'est perdre aussi son rôle qui était bien établi au sein de la famille puisqu'on peut perdre aussi en autonomie, c'est avoir plus besoin des autres, c'est être plus dépendant, c'est ne plus pouvoir faire ce qu'on veut, c'est ne plus pouvoir aussi être ce qu'on veut quelquefois dans certaines situations. Et quand on regarde les vidéos de développement personnel, on a l'impression qu'il faudrait juste le vouloir comme ça par la magie et que ce serait simple, on vous vante qu'on peut contrôler ses pensées, etc. etc. Alors, pour info, tout ça, ce sont des grands mythes. N'hésitez pas à aller voir en lien de description et peut-être je le mettrai au-dessus aussi tous les podcasts que j'ai fait qui démontent un petit peu ces grands mythes du développement personnel et qui vous expliquent en quoi quelquefois c'est une vision très simpliste de comment on fonctionne. Mais voilà, c'est quelque chose qui va nous culpabiliser parce que de l'extérieur, on nous renvoie ça. On nous renvoie que à un moment donné, avec la volonté, on peut tout faire. Et que si on ne met pas des choses en place, c'est parce qu'on est faible, c'est parce qu'on a peur, c'est parce que... Et puis, le problème, c'est qu'on intègre tout ça. Et c'est là où je voulais en venir avec toi aujourd'hui, c'est que quelquefois, tes peurs, tes pensées, tout ce que tu te dis dans une situation ne sont pas finalement liées à ta personnalité, ne sont pas liées à tes croyances profondes, elles sont juste liées à ta physiologie. Quand on vit avec une maladie chronique, comme j'ai pu le dire plein de fois, les systèmes de défense de l'organisme s'activent trop facilement, le système nerveux sympathique s'active plus facilement également, ce qui entraîne tout un tas de symptômes, on va dire, physiques, et le cerveau finalement supérieur va chercher, parce qu'on cherche à être, le principe c'est d'être cohérent avec soi-même, il va chercher à faire sens à ces réactions,
puisqu'il ne se passe rien dans l'environnement, il va amener des pensées comme ça, récurrentes, qui vont vous amener à élaborer certaines peurs et à, du coup, si vous ne trouvez pas le peur dans le moment présent, votre cerveau va aller piocher dans l'avenir, va piocher dans le passé, va ressasser, etc., etc. Et ça, ce n'est pas de votre faute, c'est vraiment un mécanisme qui est un mécanisme, on va dire, physiologique de base, neurologique. Mais le problème, c'est qu'en général, on fusionne avec ces pensées parce que ce sont nos pensées et on ne les remet pas forcément en question. Et du coup, on va s'enfermer dans certaines peurs et on va renforcer comme ça cette alarme qui s'active. La peur va encore plus activer cette alarme et on est toujours en train de faire un cercle vicieux. Quand on vit avec une maladie chronique, on enclenche beaucoup plus facilement ce système d'alarme, on enclenche plus facilement du coup ce type de raisonnement et on auto-entretient la peur. Alors je ne dis pas que ce que tu vis est lié à ce que tu penses. Loin de moi cette idée. Ta physiologie va envoyer une alarme à ton cerveau qui va faire sens de cette alarme en créant des pensées un petit peu anxiogènes, un petit peu anticipatrices mais pas forcément dans le bon sens, ce qui va encore plus renforcer cette physiologie du stress, etc. etc. En fait, à la base, ce mécanisme, il est très utile parce que quelquefois, ton corps perçoit des choses que finalement ta pensée, ta conscience n'a pas encore perçues et c'est utile justement qu'il réagisse comme ça. Sauf que là, le souci, c'est quand tu vis avec une maladie chronique, le fait que ton corps, ta physiologie, finalement, a beaucoup de ratés et que tu vas avoir le cœur qui va s'emballer sans même savoir pourquoi, tu vas te mettre à trembler et ça n'aura rien à voir avec un stress ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que ton cerveau va chercher à faire sens à tout ça en essayant de trouver une solution. Le mental, il est là, il est logique, il va essayer de te trouver une solution, donc il va te balancer des peurs et il va essayer de trouver une solution à ces peurs pour que justement tu évites ce qui te fait peur, etc. etc. Sauf que il n'y a pas de solution à trouver, tu vis avec une maladie chronique, elle est chronique. Si tu avais la solution, elle ne serait pas chronique tout simplement. Et souvent, du coup, face à ça, on est un petit peu démunis parce que soit on écoute trop cette alarme et on évite plein de choses et on ne vit plus, soit on ne l'écoute pas du tout et du coup on se force, on nie la situation, etc. etc. Alors qu'est-ce qu'elle va faire l'alarme? Elle va être encore plus forte pour te signaler le problème. Donc c'est pas la solution non plus. Ni l'un ni l'autre n'est la solution. Donc que faire? Et c'est l'objectif de cette capsule. Moi, personnellement, ce que je te propose, en tout cas, moi, ce que je trouve qui est efficace, c'est de dédramatiser cette peur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dédramatiser cette peur? C'est juste la remettre à sa juste place, c'est juste prendre du recul sur ses pensées catastrophes, c'est peut-être s'interroger sur le fait qu'elles sont vraies ou pas, mais c'est en tout cas ne pas rentrer dans ce jeu-là de les croire et de te faire toute une histoire et qui ne t'aidera pas à avancer. Parce que finalement, ce que te dit ta peur, ce que te dit ces sensations, c'est une alarme, c'est une information comme quoi il y a potentiellement un danger. Alors, la nier, ça sert à rien, mais par contre, tu peux l'écouter et tu peux essayer de passer à autre chose. Dit comme ça, j'ai bien conscience que ça fait comme tout ce que je critiquais dans les courants de développement personnel. Mais en fait, l'approche, moi que je trouve le plus efficace, c'est vraiment de prendre soin de ta peur, c'est-à-dire de ne pas la nier, de ne pas lui donner une place qui ferait qu'il n'y a plus de place pour rien, de la remettre à sa juste place et de continuer à agir. Comme moi j'ai fait là, c'est-à-dire que j'étais et je ne suis pas forcément rassurée de dormir toute seule dans la nature, mais je la remets à sa juste place. Elle est là, mais l'envie également de le faire est là aussi et je laisse la place pour ça. Je ne crois pas tout ce que mes pensées catastrophes me font comme scénario les pires qui pourraient m'arriver. Finalement, si je peux prendre une métaphore, la peur, c'est comme une maman qui serait hyper protectrice. À la base, c'est pour t'aider, c'est-à-dire que elle va te signaler tous les dangers, même les mini-dangers, pour être sûre que tu es protégé. Mais le souci, c'est que cette maman hyper protectrice, à force de vouloir te protéger de tout, finalement, tu te restreins, tu évites, tu fais plus rien. Ou alors tu décides de te rebeller et de ne pas l'écouter, dans ce cas-là, c'est pas plus utile. La métaphore de la maman, c'est ce qu'on appelle l'amygdale qui donne ces informations et cette interprétation, ce détecteur que tu as finalement dans ton cerveau, dans ton système limbique. Et le rôle normalement, c'est que ton lobe frontal, ton cortex préfrontal, va normalement faire le rôle de calmer tout ça. Sauf que quand on est malade, comme pareil, j'ai pu l'expliquer dans différentes vidéos que je mettrai là et dans les liens de description, les deux parties ont tendance à se déconnecter et le rôle finalement de calmer la peur n'est plus vraiment accessible. C'est pour ça que c'est difficile pour toi de suivre tous les conseils de développement personnel, de volonté, etc., etc. parce que toi, tout simplement, tu n'y as plus accès de par ce que tu vis physiologiquement parlant avec la maladie. Donc, tout ce qui se passe dans les courants de développement personnel, c'est-à-dire te dire des pensées positives, la gratitude, tout ça, c'est bien, mais en fait, le problème, c'est que si tu le penses pas, ça va faire zéro effet. Et ce
qu'il va falloir, c'est vraiment faire ressentir à ton corps que tu es en sécurité, parce que la peur, elle vient pas de là, elle vient de ton corps. Et pour cela, l'idéal, comme je te disais tout à l'heure, c'est de l'écouter déjà dans un premier temps, cette peur. C'est de pas la nier, c'est de ressentir tes réactions physiologiques. Qu'est-ce qu'elle te dit? Alors déjà, moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est que tu prennes un papier et que tu écrives tout ce que tu te dis dans ta tête. C'est-à-dire qu'au lieu que ça reste là-dedans, tu le notes sur un papier. En plus, c'est pas mal parce que quand tu seras sorti de cette angoisse-là, tu pourras relire en disant « Ah ok, bon bah oui, en effet, je me fais des films. » Donc c'est bien de le poser à plat pour pouvoir un petit peu prendre du recul sur ce qui ressort. Et comme ça, tu verras finalement qu'est-ce qui ressort comme pensée, qu'est-ce qui revient comme peur, est-ce que ce sont toujours les mêmes, qu'est-ce que tu as tendance à t'imaginer. Deuxième chose, ça va être vraiment d'identifier tes sentiments. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est du découragement? Est-ce que c'est de la colère? Voilà, quels sont les sentiments qui ressortent dans ces situations? Alors si tu es habitué à faire un travail de pleine conscience, c'est aussi important, si tu as l'habitude, de te connecter à cette sensation et de vraiment la ressentir physiquement où elle se situe pour pouvoir l'apaiser aussi par d'autres techniques. Mais là, il faut déjà avoir l'habitude d'avoir une pratique de pleine conscience et de connaître un petit peu toutes les techniques. Donc une fois que tu as posé à plat tes pensées, identifié tes sentiments, tes émotions et même physiquement où tu peux le ressentir, ce qui serait intéressant, c'est de te poser la question de quoi j'aurais besoin tout de suite pour m'apaiser, qu'est-ce qui me ferait du bien, et de te laisser aller à imaginer qu'est-ce qui pourrait t'apaiser. Est-ce que ça serait par exemple de parler à quelqu'un? Est-ce que ça serait qu'on te rassure? Est-ce que ça serait qu'on te prenne dans les bras? Est-ce que ça serait tout simplement qu'on reconnaisse ses difficultés? Est-ce que ça serait qu'on t'aide au quotidien dans ce que tu vis parce que c'est difficile de tout assumer? Est-ce que ce serait d'avoir des certitudes sur ton avenir qui te rassureraient? Est-ce que ça serait d'avoir de l'espoir? Est-ce que ça serait de savoir que ta situation va changer, que ce que tu vis a un sens? Enfin, voilà, ça peut être plein de choses, mais dis-toi ces choses-là et vois ce qui ressort, vois ce qui t'apaise. Parce que là, ça va donner une indication de comment réagir face à tes peurs et surtout de comment t'apaiser. L'idée, c'est de comprendre ce que te dit ta peur de tes manques, de tes besoins, de tes envies dans l'instant que tu vis là, qui est difficile. Et comme ça, ensuite, tu pourras mettre en place des choses. Alors, en dehors de ces moments entre guillemets de crise, tu pourras mettre en place des choses en te posant la question, qu'est-ce qui me permettrait de me soutenir moi-même? Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir plus en lien avec les autres? Qu'est-ce qui me permettrait d'avoir de l'espoir? Qu'est-ce qui me permettrait d'avoir de la certitude? Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir en sécurité? Voilà, tu identifies toi vraiment de manière personnelle ce que te dit cette peur et en dehors de ça, tu essayes de voir quel type de pratique tu peux mettre en place pour t'apaiser et pour répondre à ce besoin-là. Et ça, c'est la première chose qu'il faut mettre en place avant tout changement, parce que si l'alarme elle n'arrête pas de sonner comme quoi il y a un super grand danger autour de toi, tu peux bien te dire tout ce que tu veux. Déjà, t'as pas accès à ta volonté, et deux, de toute façon, ce que tu vas penser à ce moment-là, si tu te forces à penser différemment, ça va sonner faux, et comme j'ai déjà pu te le dire, entre le corps qui envoie des informations et le cerveau qui envoie des informations, le corps remonte 80% d'informations sensorielles au cerveau pour lui donner l'information de si on est en sécurité ou pas. La tête en redescend 20%. Donc autant te dire que le corps va toujours primer sur ton cerveau. Donc il faut vraiment que tu identifies ce qui va apaiser ton corps, ce qui va te soulager. L'idée, ce n'est pas de changer, c'est dans un premier temps de te soulager. Tant que tu n'auras pas accédé à ce point où même quand tu vis des difficultés, même quand c'est dur, même quand tu as peur, même quand tu es triste, même quand tu es découragé, tu arrives à ressentir un certain soulagement dans la situation. Et ce qu'on te demande, c'est pas de ressentir de la joie, c'est pas d'être heureux, c'est pas... Voilà, là, ce qu'il faut, c'est juste essayer de trouver de l'apaisement. C'est ça qui va apaiser ton système nerveux, c'est ça qui va permettre de réengager la branche de ton système nerveux qui est en capacité finalement de switcher en mode sécurité. Et après, plus tard, quand tu auras avancé, quand tu auras mis des choses en place, et ça prend du temps. Et là, tu pourras penser à qu'est-ce que tu peux mettre en place pour changer. Et tout ça, c'est des choses dont on va parler la prochaine fois. La prochaine fois, on parlera des valeurs, on parlera du sens, on parlera de qui tu es. Et ça, c'est des choses que tu vas aussi pouvoir cultiver à côté. Mais la première chose, c'est vraiment quels sont tes besoins, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui t'apaise, et de pouvoir trouver tes propres réponses pour que quand tu sens cette peur qui monte, quand tu sens cette physiologie qui part un petit peu dans tous les sens et que tu as tendance à paniquer, savoir exactement de quoi tu as besoin dans cet instant et tout simplement te reconnecter à toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui parlait de la peur d'une manière un petit peu différente a pu t'aider. Je te retrouve très bientôt et moi je vais me mettre à l'intérieur parce que l'orage n'arrête pas de tourner autour et même si j'ai bien envie de voir l'orage, quand même, je vais quand même me protéger parce qu'il y a des arbres autour de moi. Je ne voudrais pas me prendre un petit coup de foudre. Allez, je t'embrasse, je te dis à bientôt, au revoir.